C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition de ce samedi 26 février 2022, couplée de la rétrospective de la semaine. Débutons cette session d'information avec la République démocratique du Congo qui a repris enfin le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par l'entreprise Ventura appartenant à Dan Gertler lors d'une séance de travail tenue au bureau du directeur de cabinet du chef de l'État Glanyembo. Les deux parties ont mis fin au contrat qui liait l'entreprise de l'homme d'affaires juif à l'État congolais depuis plusieurs années. Suivez. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gertler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gertler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulin Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gertler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles. Et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les consultations nationales de la jeunesse congolaise ont été clôturées ce samedi 26 février au Musée national du Congo où Douglas Tshibambe, un des hôtes, a marqué de sa présence à ses assises. Reportage signé Arfalon Basakissa et Maté Mutombo. C'est dans une ambiance sereine et chaleureuse qu'a régné lors de la clôture des consultations nationales de la jeunesse congolaise pilotée par le président national, William Mukambila. Parmi ces cadres ayant répondu présent, le samedi 26 février de l'année en cours, au Musée national, on retrouve également Douglas Tshibambe, hélas leader du jeune, a marqué de ses empreintes à cette cérémonie de clôture. Question: d'inviter les autorités congolaises de prendre à bras le corps les désidératas de cette jeunesse jadis était dans les oubliettes. Prenant la parole à ses assises, Douglas Tshibambe a par la même occasion salué cette initiative prise par les jeunes.
Nous tenons à remercier toute la jeunesse quinoise pour avoir répondu à cet appel et aussi avoir participé à ces consultations. C'est un signe de grandeur, un signe de maturité, comme je le disais. C'est un signe aussi qui a montré que la jeunesse est unie, bien qu'il y a aussi les autres qui n'étaient pas venus aujourd'hui, bien qu'ils nous ont suivis de loin parce qu'il y a certaines circonstances qui ont permis à ceux qui ne soient pas là, mais la majorité a été représentée ici. Nous disons merci sincèrement à toute la jeunesse parce que les appels que nous avons lancés ont été entendus et aujourd'hui nous avons montré à la face de la province que nous sommes le jeune uni, une jeunesse unie qui dans les jours à venir fera encore de grandes choses. C'est un sentiment de joie et un sentiment aussi de satisfaction pour cette manifestation qui tend à la fin, que nous avons commencé depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu merci. Il s'est de rappeler que ces consultations nationales de la jeunesse congolaise s'étaient inscrites dans le cadre d'élaborer un cahier de charges dans lequel on soumettra les problèmes dont la jeunesse congolaise fait face. Et puis ouvrons la page rétrospective dans ce journal où il s'est tenu à Kinshasa le sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a été axé sur le bilan et la situation politique des conditions de sécurité dans la région de Grand Lac. Suivant un résumé de ce sommet auquel ont pris part 6 chefs d'État africains. Suivez. 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisé ce jeudi 24 février 2022 sur le sol congolais. 7 chefs d'État, respectivement de la RDC, pays hôte, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Ouganda, Yoweri Museveni, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de l'Angola, Joao Lourenço, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Burundi, Évariste Ndayishimiye et de la République centrafricaine, Archange Touadéra, ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre à Addis Abeba en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants des pays signataires de l'accord, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Wang Zia et de plusieurs officiels de la RDC a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Yoweri Museveni, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours de circonstances, le nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a rappelé que 9 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la signature de l'accord cadre le 24 février 2013 à Addis Abeba, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. À ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolu de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région.
que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays en proie à l'insécurité causée par les rebelles ADF. Il a salué l'initiative conjointe avec son homologue congolais pour la traque de ces forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC causée par des groupes armés avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir associé les Nations Unies au sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba et présenté les excuses du secrétaire général Antonio Guterres pour son empêchement. Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays des Grands Lacs. Des avancées encourageantes pour relever les défis nombreux de l'insécurité dans la région, a-t-il souligné. Les présidents de l'Angola, Joao Lourenço, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC pour l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés dus notamment à la pandémie de Covid-19. Et en séjour de travail en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Au centre de l'échange avec le chef du gouvernement, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Christelle Massala pour le commentaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est entretenu mercredi 23 février à l'immeuble du gouvernement avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui séjourne en République démocratique du Congo depuis 48 heures. Cette visite numéro 2 de l'ONU s'inscrit non seulement dans le cadre de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, mais aussi dans le cadre du sommet de chefs d'État consacré au mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'ouvre ce jeudi 24 avril à Kinshasa. C'est confiant à la presse. Les diplomates onusiennes a salué les efforts du gouvernement congolais et l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Il a souligné que les efforts seront encore fournis par les Nations Unies dans le même sens afin d'atteindre les objectifs de la paix au pays et dans toute la région du Grand Lac. Réitérer notre très haute appréciation pour la qualité de la coopération qui existe entre les Nations Unies, et plus particulièrement la MONUSCO et le gouvernement congolais. Alors vous avez mentionné la question du sommet, la dimension régionale. Nous avons fait hier une visite dans l'est du pays, en Ituri notamment. Nous avons visité un site de déplacés où nous travaillons conjointement pour protéger les populations qui nous ont d'ailleurs exprimé leur reconnaissance pour le travail fait. De son côté, le Premier ministre Samalukonde a salué cette visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies qui tombe à un moment important où il sera procédé à l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette visite qui a commencé par justement Bunia, qui s'est poursuivie jusqu'à Goma, dans cette zone où justement nous combattons l'insécurité et où tout cet effort accru doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations, de manière à permettre le développement de cette partie du pays
qui n'a que trop longtemps souffert. Signalant par ailleurs du côté de Jean-Pierre Lacroix, on pouvait remarquer la présence de Bintou Keïta, responsable de la MONUSCO en RDC. Et après avoir été reçu par le Premier ministre, c'est le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, et son homologue du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, qui ont reçu mercredi 23 février le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui était accompagné de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta. Cette rencontre a tourné essentiellement autour de la sécurité à l'est du pays et des élections à venir en République démocratique du Congo. Arfalon Basakissa. En visite de travail en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a multiplié les contacts avec les différents acteurs de la vie nationale. Après ces échanges dans les cadres institutionnels, notamment avec le bureau des deux chambres du Parlement congolais, Jean-Pierre Lacroix a conféré les mercredis dans la soirée avec la délégation de l'Union sacrée de la Nation, représentée par les grandes composantes de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de l'AFDC, l'UDPS, Ensemble pour le changement, MLC et les PALU. Les échanges ont tourné autour du processus électoral, la paix dans l'est du pays. Modeste Bahati a parlé au nom de la majorité au pouvoir, réaffirmé la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. La majorité, l'Union sacrée de la Nation, est venue répondre à l'invitation de Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix. Et nous avons préféré d'abord l'écouter parce que, comme vous le savez, nous sommes très préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Nous sommes aussi préoccupés par les questions de développement, mais aussi le processus électoral. Nous avons tenu à affirmer que le chef de l'État, notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé pour que l'on puisse organiser effectivement les élections dans le délai, c'est-à-dire d'ici 2023. Mais également, il tient à ce que l'Est du pays, comme tout le pays tout entier, soit pacifié. D'où nous saluons l'apport de tous les partenaires extérieurs qui peuvent également venir se joindre aux efforts internes pour que nous arrivions à cette paix durable sans laquelle rien ne pourra être fait pour répondre aux attentes de nos populations. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a consulté toutes les couches de la société pour se faire une idée de la situation générale du pays. Les représentants de l'opposition et les acteurs de la société civile ont aussi échangé avec Jean-Pierre Lacroix. Signature jeudi 24 février du contrat programme de performance 2022 entre le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Institut national des préparations professionnelles ainsi que l'Office national de l'emploi. C'est la patronne de l'emploi, Claudine Ndusinkembe, qui a personnellement présidé ces assises. Josette Kaya pour le commentaire. Selon la patronne de l'emploi, la signature des contrats programmes des performances est une pratique de bonne gouvernance, de redevabilité qui appelle à la conscience professionnelle et à la transparence dans l'exécution des visions stratégiques de ces trois établissements. Ce programme d'action est piloté de main de maître par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, à qui je réitère mon profond respect. Dans cette optique, la maximisation des recettes et la rationalisation des charges font partie des objectifs à poursuivre sans relâche. À la Caisse nationale de sécurité sociale, il faudra assurer la mise en place d'une politique d'investissement de fonds et étendre la couverture de la sécurité sociale à l'ensemble de la population congolaise en général et aux travailleurs en particulier. À l'INPP, il est question de poursuivre l'acquisition des équipements, la construction et la réhabilitation des infrastructures ainsi que la formation des formateurs pour améliorer l'offre de formation professionnelle. À l'ONEM, de promouvoir l'emploi en favorisant la création des emplois décents pour le plus grand nombre de personnes, de gérer les marchés nationaux de l'emploi en rapprochant les offres et les demandes d'emploi
et de publier les statistiques du travail en produisant celles liées à l'emploi à temps réel. En outre, Claudine Doucy-Kembe a promis de mettre à la disposition de ces entreprises les lettres d'approbation de leur budget afin qu'elles se mettent au travail, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que l'homme soit au centre de toute action. Et pour couronner le tout, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a pensé à la mobilité du personnel qui doit se déplacer pour les recouvrements en vue de maximiser les recettes. C'est ainsi que 18 minibus, dont 2 ambulances et 23 pick-up ont été remis à ces entreprises. Et d'un ministère à un autre, c'est sur recommandation du président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a annoncé les débuts de la réforme LMD cette année dans toutes les filières, seulement dans les promotions des recrutements 1 et 2. Reportage. Sur recommandation du chef de l'État, du dernier Conseil des ministres, il nous a demandé de pouvoir faire une évaluation de la mise en œuvre de la réforme LMD. Et donc nous avons tenu à évaluer cette réforme avec le président du conseil d'administration et le secrétaire permanent des conseils d'administration des universités, des ISP et des IESTAT. Nous sommes aussi avec le secrétariat général, la direction d'études et planification. Nous sommes avec CPE. Il y a aussi la mission de pouvoir conduire tous les travaux sur cette réforme. Nous sommes aussi avec le président du comité de suivi des résolutions des États généraux et secrétaire général à la recherche à l'université de Kinshasa. Nous sommes aussi avec l'AIPA, les représentants des universités privées. Et nous avons donc évalué l'ensemble du processus qui a été mené jusque-là pour la mise en œuvre de cette réforme. Nous nous sommes félicités qu'à ce stade ici, les plus grandes exigences sur la réforme LMD ont déjà été achevées. Nous avons élaboré les maquettes et ça va être la première fois que le pays dispose de cet instrument-là et que donc désormais nous sommes prêts pour les enseignements. Mais il se peut que pendant le temps, nous avons eu aussi des grandes contraintes, notamment liées au temps, puisque au même moment que nous avons lancé l'année académique, il y a eu la grève des enseignants. Cette grève qui vient de nous prendre pratiquement 2 mois, et donc qui ne peut pas nous permettre de pouvoir réaliser cette réforme selon le calendrier que nous étions fixés. Et c'est sur base de cette évaluation-là que nous voulons donner une information capitale aux établissements qui en avaient besoin pour l'instant. Celle de dire qu'au niveau de la généralisation horizontale de la réforme LMD, celle-là va être mise en application cette année. Donc, tous les domaines, toutes les filières, toutes les mentions vont basculer dans le système LMD. Et quittant Kinshasa, direction l'Ituri, où s'est rendu le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, à Bunia, chef-lieu de la province, en vue de restaurer l'autorité qui préoccupe au plus haut point les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo. Suivez. Pacifier la province de l'Ituri et restaurer l'autorité de l'État préoccupe au plus haut point les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie l'arrivée du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour les patrons de la Défense nationale, la paix en Ituri, c'est une obligation pour tous. Voir ce qui se passe chez nous, et voir comment ensemble. La population de l'Ituri doit garder l'espoir pour le retour d'une paix durable si l'ensemble de la province estime de son côté. Le député national Héritier Tchouma de la Commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale avant d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Vous savez, il y a 2 choses que les gens doivent comprendre. L'état de siège, c'est une autre chose. La sécurité, c'est aussi une autre chose. Et j'ai toujours dit, la question de la sécurité, ce n'est pas la question qu'on doit poser ou donner cette responsabilité à l'armée ou soit à la police. La question de sécurité, c'est la question de tout le monde. Les groupes armés, ils devaient déposer. On n'a pas l'état de faire la guerre. Allez ailleurs, vérifier, voyager à Goma. Et là-bas, chez eux, il y a le développement. Je pense qu'il
Il est temps que nous devons nous mettre quand même ensemble, chercher à comprendre les vrais mobiles ou la cause profonde qui nous pousse à nous créer nous-mêmes les sécurités. Cette énième arrivée du ministre Gilbert Kabanda à Ituri au lendemain du renforcement de l'effectif militaire traduit la ferme détermination du commandant suprême des forces armées et de la police à en finir une fois pour toutes avec les groupes armés existants en Ituri. Et en préparation des élections à venir, c'était le mardi 22 février que le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a procédé au nom de Denis Kadima à l'ouverture de l'atelier des formations des préposés au contrôle physique du personnel et à l'inventaire du matériel de la centrale électorale auquel ont pris part 82 agents. Reportage. Accompagné du rapporteur adjoint Paul Mohindo et du questeur adjoint Mme Sylvie Birembano, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, a exhorté les participants à cet atelier de se montrer assidus et de bien s'imprégner des tâches qu'ils seront appelés à accomplir tout au long de ce processus électoral. Avant d'insister sur la rationalité et la neutralité en toute impartialité durant tout leur travail. Vous savez que la centrale électorale est résolument engagée à organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire, en décembre 2023, la CENI est décidée d'organiser ces élections. Mais pour ce faire, il y a des activités importantes qui doivent être réalisées. Mais ici, il s'agit de la descente sur terrain. Ça sera une grande première de l'équipe Kadima. Donc vous serez nos premiers ambassadeurs sur terrain. Qui dit contrôle physique, c'est-à-dire il faut voir. Qui dit inventaire de matériel, il faut voir ce matériel. Et vous aurez des outils de collecte des données. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être le plus objectif possible pour que nous ne puissions pas faire ce travail deux fois. Parce que nous n'avons pas de temps pour ça. Mais faites très attention. Là où vous allez descendre, vous allez représenter la CENI. C'est-à-dire que vous êtes liés. Vous êtes liés par le devoir de neutralité, le devoir d'impartialité. Donc, nous allons vous demander aujourd'hui d'être très assidus, d'être à l'écoute de vos formateurs. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Mohindo a expliqué à l'assistance le contexte dans lequel se tient cette formation. Chacun est appelé à être consciencieux, à bien faire son travail, à suivre surtout les orientations qui vont vous être données par les facilitateurs. Parce que nous attendons beaucoup, n'est-ce pas, du travail que vous allez mener. Sachez bien que les résultats là vont nous permettre de mieux évoluer dans le processus électoral. C'est déjà par là que le processus électoral est déjà lancé. Le même exercice nous permettra d'aborder d'autres activités grandioses qui vont être lancées incessamment. Ceux qui sont concernés par cette première phase vont se déployer dans la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Les directions concernées par cette session sont celles de la logistique et la direction administrative. Et au sujet de l'échange médiatique entre le ministère de Finances et la Centrale électorale nationale indépendante, au sujet du financement des élections de 2023, le coordonnateur de la société civile congolaise, Christopher Ngoyi, estime que cet incident ne peut nullement présager un quelconque glissement, d'autant plus qu'il n'existe pas de complicité entre les deux institutions. Le tout s'inscrit dans les cadres normaux des échanges permanents entre les institutions qui financent les élections et celles qui les organisent. Propos recueillis par Mathieu Mpiana. Il y a des rapports qui sont naturels en termes d'échange entre deux institutions. Une institution gouvernement qui régente tout et l'exécutif. Une institution CENI qui a pour mission d'organiser les élections et qui reçoit l'assistance, qui reçoit les moyens du gouvernement. Et pour cela, il devait y avoir un rapport ou des échanges de manière permanente. Sauf que cette fois-ci, ces échanges ont eu lieu par médias interposés, ce qui n'est pas bon. Par médias interposés, et ça a animé ou alimenté la presse, mais
en regardant de près, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Mais ici, on sent qu'il y a deux instances distinctes qui émettent des avis, qui ont des préoccupations et qui ne sont pas complices, dont la complicité n'est pas établie. Alors, de là à parler de glissement, moi je pense qu'il ne faudrait pas effaroucher l'opinion pour rien. Jusqu'à présent, il n'y a aucune opération qui a été extrémotée, ni écartée, ni étaler l'impossibilité de pouvoir l'organiser. Et une page rose avant de nous quitter, c'est l'un des moments le plus joyeux, celui de célébrer le jour de sa naissance. Et à cette occasion, Paul Dimbi, mixeur et technicien d'Amen Télévision, a célébré ce samedi 26 février son anniversaire. Sur ce technicien de cette institution médiatique, Amen Télévision ne cesse de glorifier le Dieu de son père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, pour le 1 an de plus dans sa vie. Suivez. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 And many more. Succès, longévité. Eh, Baba, ni en français. Longévité. Longévité. Paul Dimbi. Non, pour ça, on a prophétisé pour nous. Mettez-moi 2 minutes à professeur. Mais tu n'as pas donné la dîme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.